L'histoire que je vais vous raconter commence par une série d'adultères. Et d'adultères commis, pas par n'importe qui, par un dieu. Et très précisément par le roi des dieux, par Jupiter lui-même. C'était l'époque où, l'époque très ancienne de l'Antiquité, où dans les campagnes passaient des merveilleuses nymphes, et que sur les rivages, on voyait de merveilleuses naïades, et que dans la mer nageaient de merveilleuses néréides. Et tout aussi Dieu qu'il était, Jupiter n'en était pas moins homme, et il était fort tenté par ces créatures divines. Et donc, il court un peu le jupon, quoi qu'on dise que ces demoiselles n'étaient pas vraiment vêtues d'un jupon. Et cependant, Jupiter était marié. Il était marié à Junon, qui était tout aussi puissante que lui, mais qui était d'une jalousie féroce, et qui le surveillait parce qu'il savait précisément, elle savait plutôt, qu'il courait la prétontaine. Et comme toute bonne bourgeoise jalouse, elle avait envoyé aux trousses de Jupiter un détective. Mais le détective était un surveillant, mais un surveillant relativement médiocre, parce que Jupiter avait compris qu'il était suivi, mais Jupiter avait plus d'un tour dans son sac, il se métamorphosait. Et lorsque le détective voyait au fond d'un champ un taureau couvrir une génisse, il n'y voyait rien. Et il ne comprenait pas que c'était Jupiter qui, métamorphosé en taureau, faisait ce que vous pensez avec une nymphe métamorphosée en génisse. Et de la même façon, vous le savez, Jupiter s'était transformé en cygne, et s'est transformé en pluie d'or même pour pénétrer dans l'intimité de Danaé. Et tout d'un coup, bien entendu, Jupiter avait gagné la bataille. Et Junon se trouvait battu. Et c'est à ce moment-là que mon livre commence. Parce que Junon, à ce moment-là, s'aperçut de la médiocrité de la surveillance de son détective et recruta un certain Panoptès. Il s'appelait Argus, mais aussi Panoptès. Argus en latin et Panoptès en grec. Et ce Panoptès-là avait une caractéristique qui pouvait le faire passer pour un surveillant, comme si le détective était un veilleur et que Panoptès était un surveillant. Et pourquoi était-il un surveillant? Mais pour la simple raison qu'il n'avait pas deux yeux comme vous et moi sur le devant de la figure, mais qu'il en avait deux aussi derrière, deux sur le crâne, deux sur le menton, deux dans le cou, deux sur les épaules, deux dans la poitrine, bref, qu'il était couvert d'yeux. Des milliers d'yeux couvraient le corps de Panoptès. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelait Panoptès. Pan, ça veut dire tout, optès, c'est l'optique, donc il voit tout. Mais non seulement il voyait tout dans l'espace et dans toutes les dimensions, mais il voyait tout dans le temps. Et oui, parce que lorsque 500 yeux se mettaient à dormir sur son corps, 500 autres yeux étaient réveillés et pouvaient veiller. Et lorsque les yeux qui veillaient s'endormaient, les autres se réveillaient, et par conséquent, il voyait tout le temps. Non seulement partout dans l'espace, mais tout le temps dans le temps. Et par conséquent, il méritait d'être surveillant, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, bien entendu, Panoptès avait remarqué le temps où Jupiter était Jupiter, et le temps où il se métamorphosait, et le temps où il devenait taureau. Donc il avait, dans le temps, perçu la possibilité pour le Dieu de devenir ce qu'il devenait. Et du coup, Jupiter avait gagné la bataille, alors que Junon l'avait gagnée tout à l'heure. Attention, Panoptès, ça veut dire qu'il voit tout dans tout l'espace et tout le temps. Et je vais parler tout à l'heure de ce que signifie Panoptès. Mais finissons l'histoire. Car Jupiter échec et mat, forcément, devant les performances du surveillant, recrute à son tour un autre assistant.
Et en recrutant cet assistant, il va chercher Hermès, celui qu'on appelle Mercure en latin. Et comme je le disais tout à l'heure, que c'était un temps très ancien, dans l'Antiquité, où il y avait des nymphes, des naïades, des néréides et des dieux, il faut se souvenir qu'à cette époque, on n'avait pas encore inventé la musique. On n'avait pas encore inventé les instruments de musique. Or, Hermès est précisément l'inventeur de ces instruments de musique. Et voilà Hermès qui se présente devant Panoptès, muni d'une flûte de Pan. Et voilà la bataille qui commence entre Pan, la flûte de Pan, et Panoptès, le surveillant. Autrement dit, c'est l'écoute contre le visuel, c'est l'audio contre le visuel. C'est très moderne, n'est-ce pas? L'audio contre le visuel. Et Hermès se met à jouer de la flûte de Pan. Et jouant de la flûte de Pan, et faisant vibrer l'atmosphère comme jamais elle n'avait vibré, et cette atmosphère vibrante enveloppe le corps de Panoptès, et Panoptès, bouleversé, ému, se met à pleurer. Et ses yeux s'embuent de larmes, et il devient quasi aveugle par la présence de ses sanglots. Et à ce moment-là, quasi aveugle, Mercure ou Hermès prend son coupe-chou et tue Panoptès. Et voilà. Et de nouveau, Jupiter gagne et Junon est échec et mat. Et voilà Junon, pour le tableau final de cette histoire, debout devant le corps étendu de Panoptès, et d'un geste quasi miraculeux ou magique, Junon saisit tous les yeux de Panoptès, elle les ramasse sur la superficie de sa peau, et à ce moment-là, passait un oiseau, et elle lance les yeux sur les plumes de cet oiseau, et cet oiseau, c'était le Pan, qui, sur le poids de ses yeux, tombe à terre, il ne volera plus, mais lorsqu'il fait la roue, la queue de Pan est constellée d'ocelles, c'est-à-dire des yeux de Panoptès. Voilà l'histoire qui commence mon livre, d'une certaine manière. Enfin, c'est comme ça que je la présente d'habitude. Je veux dire par là que, sur la couverture du livre que vous voyez sous vos yeux sur l'écran, vous voyez le plumage d'un pan avec ses ocelles. Et ocelles, ça veut dire des petits yeux. C'est-à-dire, je vous avais promis tout à l'heure de revenir sur la traduction du mot Panoptès. Tout à l'heure, je vous ai dit que pan, ça voulait dire tout, et optique, panoptique. Mais dans ce cas-là, on dit qui voit tout, celui qui voit tout. Argus voit tout, Panoptès voit tout. Et si j'avais écrit un livre qui ait eu pour symbole Panoptès, j'aurais écrit un livre sur la vue. Mais un livre ordinaire, c'est-à-dire celui qui vous présente des images de tout, des images de l'infiniment grand, des images de l'infiniment petit, des images, enfin quoi, les images que vous voyez sur les grilles du Luxembourg tous les dimanches, n'est-ce pas? Le livre ordinaire, la France vue d'en haut, moi, bof, mais, la vue quoi. Mais c'est pas ça que j'ai écrit, pas du tout. J'ai traduit Panoptès d'une autre manière. Au lieu de dire celui qui voit tout, j'ai traduit tout voit. Non pas celui qui voit tout, mais toutes choses autour de vous sont douées de regard. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le pan vous regarde. Quand il fait la roue et qu'il est muni d'ocelles, ces ocelles sont des yeux. Certes, vous regardez le pan, mais s'il est garni d'ocelles, il vous voit lui aussi. Et par conséquent, j'ai essayé de retourner complètement l'idée qu'on a de voir et être vu. Pourquoi? Bien parce que sur les livres ordinaires auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, on ne voit, on ne voit que ce que voient les hommes. Et il est bien clair qu'un paysan ne voit pas le même monde qu'un Parisien, il est bien clair qu'un Indien d'Amérique ne voit pas ce que voit
un homme occidental, il est clair que, etc., que vous ne voyez pas le même monde que moi, que votre épouse ne regarde pas le même monde que son époux, et ainsi de suite. Mais de toute façon, c'est toujours un monde humain. C'est toujours un monde humain. C'est-à-dire, le monde que nous voyons est un monde qui est construit par, excusez-moi de le dire, le narcissisme humain. Le narcissisme humain. Et j'ai eu l'idée de me dire, mais voyons, mais qu'est-ce que c'est ce monde que nous voyons? C'est notre cerveau humain qui le construit. Mais est-ce que ce monde est différent lorsqu'il est vu par, je dirais qui tout à l'heure. Mais avant de commencer, voir et être vu touche la peinture. Et souvent, quand on regarde un tableau, tout à l'heure, vous avez vu un Van Gogh, je crois, vous voulez revenir sur le Van Gogh, vous voyez, vous passez devant ce Van Gogh, d'accord, vous voyez le Van Gogh, mais regardez à quel point il vous voit, n'est-ce pas? Et il y a dans l'intensité extraordinaire de ses yeux bleus, une idée peut-être fondamentale sur la peinture. C'est-à-dire, est-ce qu'un génie de peinture, quand il peint sa toile, a le souci de montrer une image que vous allez voir, mais peut-être retourne-t-il aussi cette idée-là, et que quand il peint sa toile, il peint un regard, non pas ce qui est vu, mais ce qui regarde, vous voyez? Et quand vous passez devant ce tableau, il est extraordinaire de voir en effet que tout d'un coup, c'est lui, c'est cet homme-là qui vous voit, vous voyez? Bon, alors je crois quand même qu'à partir de là, vous allez pouvoir lire, disons, la table des matières de mon livre, et mon livre est un peu aventureux, puisque en retournant ce narcissisme humain, et en donnant en panoptièse le second sens que j'ai donné, eh bien, je voudrais bien que vous lisiez le sommaire ou la table des matières de mon livre, et il y a marqué yeux de pierre, yeux de mer, yeux de verre, yeux de bête, yeux de hêtre, etc. C'est-à-dire l'idée que les choses du monde, les vivants du monde, peut-être nous voient et ont un monde, peut-être un monde qu'ils sont en train de construire et qui évite ce narcissisme dont je parlais. En bref, il me semble que s'il y a des milliardaires parmi vous, qu'ils viennent me voir à la fin de ma conférence, on va ouvrir un nouveau musée, s'il vous plaît. Dans le musée du Louvre, où les offices, etc., vous rentrez dans ce musée, vous avez des toiles que vous visitez comme vous le voyez sur le tableau maintenant, vous le visitez, mais ce sont des toiles où on construit le monde humain, les images humaines. Mais que serait un nouveau musée où, quand vous rentreriez dans ce musée, le premier tableau que vous voyez serait par exemple un tableau vu par des yeux de mouche. Là, le voilà. C'est extraordinaire ces yeux-là. Vous voyez les yeux de la mouche à 1000 facettes. Mais quel monde voit la mouche? N'est-ce pas? Je voudrais bien savoir quel monde est en train de voir la mouche. Et dans nos nouveaux musées, le premier tableau, ça serait le tableau du monde que voit la mouche. Voyez? Et puis le second tableau serait par exemple le monde que verraient les grenouilles. Voilà les grenouilles, voyez, etc. Et alors, on suivrait le musée et on regarderait le monde, je sais pas moi, le monde que voit un ours par exemple. Fais voir le monde. Voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il regarde, n'est-ce pas, l'ours en question? Et il a bien un regard, il construit bien des images, mais quelles sont ces images? Vous voyez? Et là, ce serait un musée tout à fait extraordinaire qui nous permettrait, à la rigueur, de comprendre mieux le monde dans lequel nous habitons. Car enfin, le monde dans lequel nous habitons, nous ne le connaissons que par nos propres yeux. Vous voyez comment mon livre fait une sorte de retournement?
une sorte de retournement dans l'idée du regard, parce que il est vrai que le monde que nous voyons, c'est le nôtre narcissique, le nom indéfiniment humain, vous voyez. Tandis que dans le musée que je vous proposerai, et que grâce au milliardaire qui est là devant moi, on va construire demain matin, il y aurait le monde de la mouche, le monde de l'ours, le monde de la colombe, le monde de l'aigle, le monde des oiseaux et des serpents, le monde du crotale, le monde, etc. Mais les voilà. Vous voyez, j'ai essayé de trouver des laboratoires ou des maisons qui avaient eu la même idée que moi. Et alors, on a quelques images un peu pauvres, vous voyez, que vous voyez sur votre écran maintenant, où on a découvert le monde vu par tel animal, le monde vu par... Mais c'est pas encore très bien mis en place, parce que nous ne savons pas comment fonctionnent ces cerveaux. Parce que vous le savez, l'œil est un organe de réception sensuelle, mais l'image que vous voyez, elle est à la fois reçue par l'œil, mais aussi construite par le cerveau. Et par conséquent, il faudrait savoir aussi comment fonctionne le cerveau d'une mouche, le cerveau d'un ours, le cerveau d'un serpent, le cerveau d'une colombe ou d'un aigle, etc. Vous voyez ? Et ce serait fascinant, parce que si on arrivait à construire ces images-là, dans le musée dont je vous parle, on aurait à la fin l'idée enfin objective de ce que c'est le monde, de ce qu'est le monde. Mais j'essaie d'aller plus loin quelquefois. Je ne suis pas sûr que je suis complètement idiot, mais bien sûr, les bêtes regardent, les bêtes voient, les serpents, les oiseaux dont je vous parlais tout à l'heure, mais je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit, quand je me promène dans le bois de Vincennes, car j'habite Vincennes, et que c'est l'automne, que la nuit va tomber, et que les feuilles sont tombées sur le sol à l'automne, la lumière continue, malgré la tombée de la nuit, à émaner de ces feuilles. Et quand je me promène comme ça, à la nuit tombée dans le bois de Vincennes à l'automne, ou ailleurs à l'automne, j'ai l'impression que les feuilles me regardent, comme si les feuilles étaient de nouveau des yeux. Vous voyez ? Et d'ailleurs, dans l'image que vous voyez sur votre gauche là en ce moment, qui est une peinture de Klimt, je crois, on a l'impression que ce peintre a compris parfaitement l'intuition que je vous propose, c'est-à-dire on est en présence d'un tableau qui est ocellé comme les plumes de pan, vous voyez, qui est vraiment plein d'yeux, semble-t-il, vous voyez, voilà. Alors mais bon, il y a encore mieux que les, ça, c'était les vivants de faune dont je vous parlais. Maintenant, je parle des vivants de flore, c'est-à-dire les feuilles d'arbres et les coquelicots ou les feuilles rouges du tableau. Mais voyons, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui, comme moi, sont absolument fascinés, complètement fascinés par les pierres précieuses. Je ne suis pas assez riche pour en avoir. Mais je hante souvent les ateliers de Van Cleef et Arpels, etc. Et je suis absolument passionné par la taille des diamants, par la taille des saphirs, etc. Et j'ai même dans ma main un jour, chez Van Cleef et Arpels, tenu un rubis qui était aussi gros que ma main. Du coup, ma main a pris un prix extraordinaire maintenant. Un rubis qui valait sans doute des millions d'euros, vous voyez, et de voir la lumière reflétée par ces corindons, par ces béryls, par ces émeraudes, etc., et à force de les regarder, de les admirer, et de voir le travail admirable que font les joailliers, j'avais l'impression que ces diamants me voyaient. Bien sûr, que cette lumière renvoyée de façon extraordinaire, bleue, verte, rouge, de toutes les couleurs, par les pierres précieuses, c'était également des yeux. Vous voyez, des corindons et les béryls dont j'ai donné quelques images comme ça. Ça, c'est des roches sorties évidemment de la mine. Et donc, vous voyez, non seulement la faune, la flore voit, bon, enfin, je suis un peu insolent de dire ça de la flore, mais j'ai envie de le dire aussi de ces pierres.
voyez, ou des lacs de montagne. Et à quel point le ciel est plus beau encore dans le lac de montagne que dans la réalité. Comme si les lacs étaient les yeux des montagnes. Comme si le lac était les yeux des montagnes. D'ailleurs, quand on survole une terre, on voit très bien que les lacs sont les yeux des montagnes. Et puisque je parle de pierres précieuses, j'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire qui m'avait beaucoup frappé alors que j'étais tout à fait jeune. Je lisais un roman de Jules Verne, que plus personne ne lit maintenant, qui s'appelait L'Étoile du Sud. Et cette histoire se passe en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de diamants, de corindons, de béryl, de pierres précieuses, je viens de vous en parler. Et là, le héros est un ingénieur français sorti des bonnes écoles et qui est fasciné, comme moi je l'étais, par les diamants, par les pierres précieuses, par les gemmes, et qui va dans les mines d'Afrique du Sud pour examiner comment, en effet, on extrait le diamant, comment on extrait les pierres en question. Et au fur et à mesure qu'il fait son voyage et sa recherche, il est fasciné par deux problèmes. Le premier, qui fait le sujet du roman et dont nous ne parlerons pas, il cherche, lui, à synthétiser avec une machine des diamants artificiels, ce qui se fera par la suite, d'ailleurs. Très bien. Mais c'est pas ça la question. Il est fasciné par une seconde chose. Il a l'idée que toutes ces mines de diamants qui sont en Afrique du Sud sont là parce que ces diamants ont été apportés par un fleuve dont le cours peu à peu, ou les crues, les ont déposés. Un peu comme l'or, vous voyez? C'est-à-dire que c'est un fleuve qui les aurait amenés et qui les aurait dispersés dans l'espace géographique de l'Afrique du Sud. Et donc il est saisi d'une idée toute simple qui consiste à dire, si je remonte ce fleuve-là, alors je vais aller à la source. Et si je retrouve la source, j'aurai alors le trésor absolu d'Ali Baba, vous voyez? Alors il remonte la source, et il trouve la caverne. Et il rentre dans une caverne, absolument constellée de toutes les pierres précieuses imaginables, des améthystes, des émeraudes, des rubis, des saphirs, des aigues marines, toutes sortes de pierres précieuses. Et même au milieu de la caverne, il y a un lac fait par un diamant, n'est-ce pas? Un lac énorme fait par un diamant. Et là, il est ébloui par toutes ces pierres précieuses. Et cette histoire-là, cette image de la source de ces fleuves, avec tous les éblouissements qu'on peut avoir dans la caverne, m'a donné l'idée, parce que j'ai quand même comme métier d'être philosophe, de me souvenir de la caverne de Platon. Oui, la caverne de Platon. Tout le monde connaît la caverne de Platon, où les prisonniers sont dans la caverne et voient des images, vous voyez. Et Platon, bon philosophe, dit, écoutez, tout ça c'est des prisonniers, et ils ne seront libérés que lorsqu'ils sortiront de la caverne et quand ils verront non pas des images mais des vraies choses éclairées par le soleil. Vous vous rappelez de ça? Tout le monde se souvient de ça. Et à lire cette caverne de Verne, cette caverne de Jules Verne, je me disais que la caverne de Platon était bien fautive. Car enfin, si la vérité, quand on sort de la caverne, n'est émise que par une seule source de lumière, c'est-à-dire le soleil, ben, il ne s'agit pas de la science, ça, parce que je sache, la science ne dit pas qu'il y a une seule vérité. Et les gens qui disent qu'il y a une seule vérité, c'est quoi? C'est des idéologues, et ces idéologues sont quelquefois mortels. Et oui, nous avons connu, nous, des idéologies où il n'y avait qu'une vérité, et à cause d'une vérité, il y a des morts. Et tout d'un coup, je me suis méfié de la sortie de la caverne de Platon. Mais en lisant la caverne de Verne, où on est ébloui par, non pas une source de lumière, mais par des émeraudes, par des saphirs, par des rubis, par des corindons, par des béryls, etc., des aigues marines, je me disais, c'est peut-être ça, le vrai modèle de la vérité qui nous baigne de sa lumière. Et je me suis dit, au fond, ce n'est pas le jour qui est, avec sa lumière, le modèle de la vérité,
mais c'est la nuit. C'est-à-dire, dans la nuit, vous avez des milliers d'étoiles. Ces milliers d'étoiles sont toutes d'une couleur différente, toutes d'un éclat dont l'intensité est diverse. Il y a des supergéantes bleues, des naines jaunes, des supergéantes rouges. Il y a même une Antares qu'on appelle la tête de Méduse parce qu'elle change sans arrêt de couleur, etc. Et ces étoiles-là sont groupées en constellations, Pégase, la Grande Ourse, Cassiopée, etc. Mais voyons, mais les vérités, c'est exactement ça. Il y a des vérités mathématiques, il y a des vérités physiques, il y a des vérités mythiques, il y a des vérités religieuses, il y a des vérités historiques, il y a des tas de vérités, et elles sont groupées aussi en histoire, en mathématiques, etc. Et voilà. Donc la nuit est un modèle extraordinaire pour le savoir, pour la science, pour la vérité, pour la connaissance, pour l'intuition. Et mieux encore, vous pensez bien que ces images-là qu'on peut voir sur les étoiles, elles luisent et elles scintillent sur le fond noir de l'univers, c'est-à-dire sur le fond noir du non-savoir. Eh bien, c'est bien ça la vérité. On est en train de chercher la vérité, c'est-à-dire qu'au fin fond de ce noir-là, on va retrouver des galaxies nouvelles, des étoiles nouvelles, et ainsi de suite, c'est-à-dire des constellations nouvelles. Et par conséquent, tout d'un coup, j'ai retourné l'idée platonicienne, d'une certaine manière, et à la faveur de cette caverne pleine d'éblouissements dus aux pierres précieuses, j'ai trouvé une image ou un symbole ou un modèle du savoir autrement plus solide, autrement plus réel, autrement plus puissant que cette vieille histoire donnée par Platon et son unique source de lumière. Et pour revenir à la peinture, là, je crois que je n'avais jamais compris vraiment la peinture de Pierre Soulages. Vous savez, le grand peintre contemporain. Pourquoi donc est-il toujours en train de nous faire voir à quel point le noir brille? Oui, le noir brille. Et là, on a une vision là, tout à fait extraordinaire de ce modèle-là dont je vous parlais. Et en revenant à la peinture de Pierre Soulages, je me dis, mais voyons, il faut que je lui téléphone à Pierre tout de suite. Tu as donc la même idée que moi sur le savoir. Vous voyez, tu as donc la même idée que moi sur le symbole de la vérité, des lumières qui inondent notre connaissance. Ah mon Dieu, je parle de la caverne de Platon, je parle de la caverne de Verne, mais cela me rappelle un souvenir encore plus ancien. Je suis né dans le sud-ouest de la France, il semble, des gens me disent que mon accent me trahit encore. Et lorsque j'avais 12 ou 14 ans, j'étais né pas très loin de là, on a entendu parler dans mon pays qu'un certain abbé Breuil avait trouvé une caverne, et que cette caverne est tout à fait extraordinaire. Elle était à Lascaux, un nom que nous ne connaissions pas, et j'ai pris ma bicyclette et je suis allé voir. Et à cette époque-là, on rentrait dans la grotte de Lascaux comme dans un moulin, forcément. C'était ouvert, ça venait d'être ouvert. Et je me rappelle de l'éblouissement extraordinaire que j'ai eu quand j'ai vu cette première peinture, cette peinture de nos aïeux. Vous voyez, c'était un souvenir de mon enfance tout à fait inoubliable. Et voilà, 50 ans après, m'intéressant aux nouvelles technologies, comme vous le savez, puisque Petite Poussette est avec moi et c'est devenu ma petite fille, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui faisaient des modélisations techniques avec les nouvelles technologies numériques. Et je suis rentré dans une maison qui s'appelle Dassault Systèmes, qui fait des modèles d'avions simplement par ordinateur, et qui ont reconstitué dans leur laboratoire la grotte de Lascaux. Et vous avez sur l'image, là, votre serviteur, avec les lunettes spéciales, etc., qui revisite les grottes de Lascaux. Et je vous conseille d'y aller, c'est à Vélizy, on vous fera rentrer, et vous pourrez revisiter les grottes de Lascaux, là, de façon tout à fait étonnante, puisque avec des lunettes spéciales, vous êtes exactement... Enfin, c'est du réel, enfin c'est du virtuel, bien sûr, mais c'est proche du réel. Et l'intérêt, c'est que avec ce virtuel-là, vous pouvez monter, descendre, traverser la roche, traverser, etc. Et là,
j'ai retrouvé comme une anamnèse, si vous voulez, les grottes de Lascaux. Et là, j'ai vu que on pouvait alors inverser l'histoire de la caverne de Platon. Non seulement il s'était trompé sur la lumière du soleil, mais peut-être s'était-il trompé sur ce qui se passait dans la caverne. Car enfin, cette caverne où il y a du feu, vous vous rappelez dans Platon, et où le feu dansant projette des ombres sur la paroi, vous vous rappelez de ça? Mais je me dis, mais voyons, c'est vraiment une scène originaire. C'est-à-dire, j'ai imaginé en effet des ancêtres, mes ancêtres chasseurs-cueilleurs de Lascaux, trouvant une caverne, s'abritant du froid ou de l'excès de chaleur, faisant du feu pour faire cuire leur gibier, et voyant tout d'un coup leurs images danser sur la paroi. Et il y en a un qui ramasse tout d'un coup un brandon, une sorte et il va dessiner sur la paroi l'ombre qu'il voyait danser. Il stabilise l'ombre. Et tout d'un coup, mais voilà l'origine de la peinture. C'est-à-dire, Platon non seulement s'est trompé sur l'idée de l'image, mais il ne s'est pas aperçu que cette caverne-là était vraiment la scène originaire de la naissance de la représentation humaine, de la naissance de la peinture. Voyez. Et donc je vous conseille d'aller faire cette visite parce que il y a là quelque chose de vraiment intéressant, parce que cette visite d'une technique ultra contemporaine vous renvoie soudain à cette origine dont je parle, où les chasseurs-cueilleurs de nos ancêtres ont découvert la peinture, ont fabriqué pour la première fois des peintures murales. Et ça, vraiment, est extrêmement précieux et émouvant. Et sur cette image-là, je porte dans des lunettes, et ça me fait penser à une histoire, mais qui n'est pas une histoire inventée comme celle de Verne, mais qui est une histoire réelle. Quand on voit des images, on se pose toujours la question, quel est le rapport entre cette image et la réalité? L'image d'une pipe et la pipe réelle. Et vous vous souvenez qu'un peintre assez connu avait un jour conquis une célébrité mondiale parce qu'il avait peint une pipe avec la phrase suivante en dessous: ceci n'est pas une pipe. Vous vous rappelez? Ceci n'est pas une pipe, en effet, c'est la représentation d'une pipe. Alors, pour me moquer de lui, sur cette image, j'avais donné une légende disant: ceci n'est pas une pipe, mais cela, c'est des lunettes qui me permettent de voir. C'est-à-dire, c'est peut-être pas une pipe, mais la lunette me permet de voir, moi qui suis vieux, et qui forcément a des difficultés de vision. Alors bien sûr, ce problème de la représentation et de la réalité de l'image a été vraiment une discussion profonde qui a agité l'Europe, disons, autour de l'an 1000. Vous vous en souvenez, ça se passait à Constantinople, et c'est une histoire bien connue et documentée par les historiens, au cours de laquelle deux oppositions se sont manifestées. D'un côté, les iconophiles, et de l'autre côté, les iconoclastes, c'est-à-dire ceux qui voulaient interdire les images à cause de ce côté représentation et imagination, et ceux qui, au contraire, disaient les images permettent de comprendre le monde. Voyez. Et cette différence entre iconophile et iconoclaste a séparé dans le monde plus profondément, vous le savez, les religions. Il y a des religions iconoclastes et des religions iconophiles. Les religions iconophiles, c'est par exemple le catholicisme ou l'orthodoxie, telle qu'elle se passe en Russie par exemple, et dans les pays d'Europe orientale, où les icônes sont révérées. Mais au contraire, certaines parties du protestantisme, le judaïsme et l'islam sont complètement iconoclastes, c'est-à-dire ils refusent les images. Donc là, il y a un dialogue assez profond de culture entre ceux qui refusent les images et ceux qui acceptent les images. Et je crois, moi, quant à moi, que la lutte
lutte intérieure à l'histoire de la peinture qui touche le début du XXe siècle et qui va jusqu'à nos jours, de la peinture dite abstraite, et la queue historique, le retentissement contemporain de vieux problèmes qui séparaient les iconoclastes et les iconophiles. C'est-à-dire cette peinture abstraite est d'une certaine manière iconoclaste, vous voyez, puisqu'elle refuse la représentation. Et là, il y a un problème qu'il faut évidemment tout à fait considérer lorsqu'il s'agit du regard et de l'image. Ne présente pas ça parce que c'est quand même... quand on fait un livre sur les yeux, on veut toujours qu'il y ait un voyeur, alors j'ai été quand même discret. Mais c'est une photographie de Duano, c'est magnifique, vous voyez, ce gardien de la paix qui regarde sans voir. Enfin, il est peut-être expert en peinture, c'est possible.